Bonjour, bienvenue dans Semence Mag, le magazine qui vous dévoile l'étonnant monde des semences. Nous sommes toujours en direct du Salon de l'Agriculture, deuxième jour, dimanche 26 février, à Paris, sur le plateau de Village Semences, mis en place par SEMAE, l'interprofession de la semence française. Au menu ce matin, la sauvegarde et l'utilisation des plantes cultivées partout dans le monde. C'est un enjeu majeur pour demain, conserver la biodiversité végétale pour assurer tout simplement l'avenir de l'humanité. Ces plantes méconnues, parfois délaissées, non utilisées par la grande masse des agriculteurs, qui poussent partout, sur tous les continents, en Europe, en Afrique ou en Asie, sont un trésor qui servira un jour ou l'autre pour créer des variétés plus résistantes, plus productives, moins consommatrices d'eau, moins consommatrices d'engrais, dont nous avons évidemment absolument besoin pour demain. Alors, quelle est la situation aujourd'hui ? Comment on les protège? Comment on les utilise? Quel est le rôle de la France, leader mondial sur cette question? Voilà le programme. Bienvenue sur la planète Semence. On a 20 minutes, pas une de plus. C'est parti. Bonjour Audrey Didier. Bonjour. Vous êtes coordinatrice nationale de la conservation des plantes cultivées au GEVES, le groupe d'études et de contrôle des variétés, qui inscrit les variétés au catalogue. Directrice également du fonds de dotation, collection et biodiversité. Bonjour Marianne Morani. Bonjour. Vous êtes chargée de mission semences et ressources phytogénétiques, Direction générale de l'alimentation, ministère de l'Agriculture. Bonjour Hélène Cagnazi. Bonjour. Vous êtes juriste, Fédération internationale des semenciers. Et puis bonjour Selim Louafi. Bonjour. Directeur général adjoint recherche stratégie au CIRAD. Le CIRAD, l'organisme français de recherche agronomique et de coopération internationale pour le développement durable des régions tropicales et méditerranéennes qu'on connaît bien, qui est basé à Montpellier. Alors, d'abord une toute première question pour poser l'enjeu. Quel est le problème? Si je pose la question très trivialement, est-ce que la France, la planète, court le risque de voir disparaître une partie de sa biodiversité végétale cultivée? Mariam. Alors oui, effectivement, comme on va dire un peu partout dans le monde, il y a une problématique générale d'érosion de la diversité génétique. Donc c'est aussi bien au niveau des espèces sauvages, mais également cultivées. C'est pas uniquement les espèces sauvages. Non, pas uniquement les espèces sauvages, effectivement. Donc il y a des enjeux de conservation aussi de la biodiversité cultivée, donc les espèces que l'on connaît communément, voilà, qui rentrent en compte dans la sécurité alimentaire et l'alimentation, hein, donc les grandes cultures en particulier, donc le blé. On les a cultivées à une époque et finalement on ne les cultive plus. C'est ça le souci, Selim? Oui, effectivement. La caractéristique des plantes cultivées, c'est le fait qu'elles disparaissent parce qu'on arrête de les utiliser. C'est un peu contre-intuitif puisque pour la biodiversité sauvage, c'est leur surexploitation qui est la principale menace. Dans le cadre de la diversité cultivée, c'est parce qu'on arrête de les utiliser. Il faut savoir actuellement qu'avec 3 plantes uniquement, le blé, le maïs et le riz, ça couvre 50% de nos besoins alimentaires végétaux. Et avec 10 plantes, 10 espèces, on couvre 75% actuellement. Donc on voit qu'on a une base assez réduite de notre alimentation et que ça a eu tendance à réduire au cours des siècles. Et pourquoi on a réduit justement, comme vous l'expliquez? Qu'est-ce qui explique le fait qu'on oublie certaines variétés? C'est parce qu'elles sont plus productives et qu'on a besoin de ça? Voilà, donc effectivement, le tournant d'après-guerre de l'industrialisation de l'agriculture a conduit à remplacer des variétés traditionnelles, mais qui étaient adaptées à des terroirs, à des contextes particuliers, par des plantes qui étaient plus performantes, mais qui nécessitaient une certaine artificialisation, avec notamment des traitements ou voilà, des engrais pour pouvoir produire convenablement, et que du coup, c'est ce remplacement qui a fait craindre et qui a généré des premières réponses pour essayer de conserver cette diversité cultivée. Alors, face à ce risque de perte de la biodiversité cultivée, Mariam, qu'est-ce qu'on a mis en place collectivement? Comment on s'est organisé pour répondre à ce défi de conserver toutes nos plantes cultivées? Alors, en plus des actions nationales que les États ont pu engager sur ces questions, donc la communauté internationale a décidé de s'impliquer à travers un traité
particulier qui s'appelle le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture. C'est le TIRPA? Le TIRPA, tout à fait. Donc, c'est un traité sous l'égide de la FAO, donc l'Agence des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation. D'accord. Qui est rentré en vigueur en 2004 et qui pose donc un certain nombre de considérations autour de... Enfin, les objectifs principaux sont la conservation et l'utilisation durable de ces ressources phytogénétiques. Donc, ressources phytogénétiques, qui dit ressources phytogénétiques dit biodiversité cultivée. Et donc, il faut bien avoir en tête que la meilleure façon de conserver ces ressources, c'est de les utiliser durablement. Et ce traité a permis de mettre en place un système qu'on appelle le système multilatéral, qui est une sorte de pot commun en fait, de ressources que les États parties mettent à disposition au profit de la communauté internationale. Un pot commun, d'accord. Un pot commun, voilà, de ressources, effectivement, du domaine public, sous souveraineté nationale. Donc la France a pu mettre à disposition 11 collections à ce jour, à ce traité. Et donc l'objectif est que n'importe quel utilisateur dans le monde peut solliciter l'accès à ces ressources, en particulier à des fins de recherche, sélection, formation, étant donné que c'est un vivier de biodiversité pour l'avenir, et notamment pour créer de nouvelles variétés porteuses de gènes intéressants face aux défis que l'agriculture pose. Bien sûr, pour demain, les défis de transition, le défi de changement climatique et le défi aussi de nourrir, de production, parce qu'il faut bien qu'on nourrisse tout le monde, c'est bien évident. Alors, Selim, un petit mot, parce que vous avez participé, contribué, vous avez travaillé dans ce traité qu'on appelle TIRPA, de mise en commun de ces ressources phytogénétiques. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça fonctionne, ce traité? Quels sont les rapports entre les États, finalement? Comme Mariam l'a expliqué, c'est une sorte de logique de mutualisation où on va se mettre d'accord sur des règles uniques d'échange de ce matériel afin de faciliter justement la circulation et l'utilisation de ces ressources génétiques et de cette diversité cultivée, puisque comme on l'a dit, c'est parce qu'on arrête de les utiliser qu'elles disparaissent. Donc il faut favoriser cette circulation pour aussi trouver de nouvelles variations, de nouvelles variétés caractéristiques qui nous permettront demain de faire les variétés dont on a besoin. Exactement. Et donc il y a cette mise en commun qui concerne les conditions d'accès, mais aussi les conditions, ce qu'on appelle de partage des avantages, c'est-à-dire que si il y a des bénéfices qui sont tirés de ce pot commun, les avantages monétaires tirés de la commercialisation de ces plantes développées au moyen tirés de l'utilisation de ce pot commun, va être versé dans un fonds multilatéral. Dans un fonds collectif, voilà, là, pour un fonds collectif qui va être destiné à précisément continuer d'encourager des actions de conservation, d'utilisation durable à l'échelle locale très souvent, ou de renforcer des liens entre communautés paysannes et recherche publique. Audrey, la France participe évidemment. Elle participe comment ? Alors elle participe déjà en versant comme l'a dit Mariem, des ressources dans le système multilatéral, puisque comme l'a dit Mariem, il y a 11 collections à l'heure actuelle. Ouais. Parce que l'important, en fait, c'est de structurer un peu la conservation pour qu'on arrive à inventorier l'ensemble des ressources qui sont conservées en France, mais à la fois la côté conservation, mais aussi le côté caractérisation, parce que effectivement, on ne conserve que ce qu'on utilise, mais pour l'utiliser, il faut savoir ce qu'on conserve. Donc c'est là aussi toute l'importance de l'enjeu de la structuration en France, de la conservation de ces ressources et de l'amélioration des connaissances. Ah oui, donc il faut connaître ces variétés, ça veut dire les étudier précisément et les identifier avec tout leur potentiel, leurs caractéristiques. C'est ça, sachant qu'à chaque fois, on a des nouveaux enjeux, puisque le monde change, l'environnement change et la société change. Donc on ne regarde forcément pas les ressources génétiques comme on les regardait il y a 10 ans, il y a 15 ans ou il y a 20 ans. D'accord. Donc c'est un processus continu. D'un mot, comment est-ce qu'on est organisé en France ? Parce que c'est un vaste débat, mais où est-ce qu'on les conserve, ces ressources, et comment on les maintient, j'allais dire ? La conservation en France, en un mot, ça va être compliqué. Allez, en fait, il y a plein d'acteurs. Il y a à la fois les centres de recherche, évidemment, publics, mais il y a aussi un tas d'acteurs, les agriculteurs, les associations, les collectivités locales. Donc c'est vraiment une structure en réseau qui est mise en place en France, et c'est ça qui est extrêmement intéressant, parce qu'il y a une diversité de points de vue et de regards sur cette biodiversité. Mais du coup, c'est aussi plus complexe de récupérer les informations. Donc voilà, c'est un gros challenge. C'est un gros challenge. Alors, ce challenge, on va voir comment le voient les semenciers
internationaux. Est-ce que vous participez? Est-ce que vous êtes très intéressé par ce traité? Comment vous le regardez, ce traité d'échange et de mutualisation des ressources phytogénétiques? Alors déjà, donc, nous représentons certes des semenciers internationaux, mais également beaucoup de TPE. Et il faut savoir que le système semencier au niveau national et international est constitué à 95% de TPE. Il y a quelques grosses entreprises, bien sûr, que l'on connaissons tous, mais le reste, ce sont des TPE. Donc pour eux, il est très important, donc pour tout type d'entreprise semencière, d'accéder à une diversité de ressources génétiques parce que c'est la base de leur travail. C'est grâce à ça qu'ils vont pouvoir faire des croisements qui permettent d'obtenir des nouvelles variétés. Et il est d'autant plus important que ces modalités donc, que l'on appelle d'accès, de partage des avantages, ne soient pas trop lourdes administrativement. Parce qu'on s'adresse très essentiellement à des TPE, mais également à des centres... TPE, très petites entreprises, oui, on est bien d'accord. Oui, enfin, TPE, SME, qui n'ont pas accès donc, à des juristes, à un service administratif très compliqué. Donc il est vraiment très important que le système administratif autour de l'accès et du partage des avantages soit le plus simple et le plus fluide possible. Mais je pense également aux universités, aux centres de recherche publique qui, on le sait, n'ont pas les moyens également d'avoir des juristes, une administration très lourde donc pour gérer tous ces dossiers. Donc c'est pour ça que le TIRPA est vraiment le traité que nous défendons, donc auquel nous participons le plus. Donc quand je dis nous, c'est les associations de semenciers. Et d'ailleurs, je voudrais souligner que SEMAE donc, fait une donation annuelle volontaire donc au TIRPA pour le fonctionnement de ce fonds monétaire qui a été mentionné tout à l'heure. Donc c'est vraiment, ça prouve vraiment que la France prend est très attentive à la conservation des ressources génétiques. C'est un des seuls pays qui fait des donations volontaires au TIRPA. Il faut bien le mentionner. Une donation de combien? Alors je crois que c'est environ 70 000 € par an. Non, 70 000 on nous confirme. 700 000. 700 000 plutôt. Non. Alors 175 000. Ah, la question piège, la question piège. Clairement. Comme ça, je vais rebondir. Allez-y, Audrey. Puisque SEMAE met également la même chose en France pour la conservation des ressources génétiques. Et c'est un des axes qui a, avec un comité consultatif du ministère, créé le Fonds Collection et Biodiversité. C'est pour ça que je connais bien la Somme. Et effectivement, on a la même chose au niveau français pour pouvoir engager des actions de conservation et de caractérisation des ressources génétiques. Donc on confirme, la France est bien leader dans cette conservation, comme l'a dit Hélène. Vous le confirmez, Audrey, aussi. On est leader dans le monde. Je crois qu'il y a la Norvège et nous, et peut-être quelques autres, mais qui contribuons financièrement, volontairement. Alors, je resterai modeste, je dirais qu'on est acteur. Bon, Selim, est-ce que ce traité, on va voir son fonctionnement, on va rentrer un petit peu dedans, est-ce qu'il vous permet, vous au CIRAD ou à d'autres acteurs, d'avoir accès à toutes les ressources phytogénétiques dont vous avez besoin pour réfléchir à demain? Alors oui, effectivement, c'était un des objectifs de favoriser la circulation et on a parlé de pot commun. Il faut comprendre que ce pot commun, c'est pas, on ne regroupe pas toutes les ressources en un seul endroit physiquement. Chacun reste détenteur et propriétaire de ces ressources qui sont conservées. Oui, chacun conserve ses ressources, ses plantes chez soi. Mais par contre, le pot commun, la logique de mutualisation consiste à se mettre d'accord sur un type de contrat, justement, qui est non modifiable, non négociable, qui permet d'aller très vite pour échanger et se mettre d'accord justement sur des règles qui ont déjà été décidées par les États et qui s'imposent à tous les constituants de ces pays membres de ce traité international. Donc on voit que ça, effectivement, c'est utile et que ça fonctionne. Ça favorise et ça réduit ce qu'on appelle les coûts de transaction pour accéder à ces ressources génétiques. C'est ce que nous disait Hélène tout à l'heure sur les entreprises, on va dire, de taille moyenne, qui évidemment n'ont pas d'énormes moyens pour aller chercher dans tous les pays les ressources dont elles ont besoin. J'allais dire, en passant par ce pot commun, on va l'appeler comme ça, ce pot commun TIRPA, on arrive à accéder aux ressources. On est bien d'accord. Alors, dernière question, Selim, là-dessus, sur ce fonds mutualisé, à quoi sert-il et à qui bénéficie-t-il? Cet argent qui revient, j'allais dire. Alors, justement, c'est dans l'esprit, c'est censé justement favoriser de la conservation locale au niveau des communautés paysannes dans le monde entier et surtout dans les pays du Sud
qui sont des lieux de richesse de cette diversité cultivée. Et on va faire ça sous forme soit d'initiatives de, par exemple, caractérisation, recherche de variétés adaptées, échange de matériel entre communautés, des formations, du transfert de technologies, tout un tas d'initiatives qui sont financées à travers des appels à projets auxquels candidatent ces communautés. Donc il faut quand même, on va dire, être plus ou moins organisé pour pouvoir y répondre, mais disons que jusqu'à présent, l'accent a été beaucoup mis sur l'adaptation au changement climatique, justement, comme un des leviers sur lesquels venir appuyer, en mobilisant de cette diversité cultivée, venir appuyer les communautés locales pour s'adapter au changement climatique. Alors, on l'a vu, le traité TIRPA, c'était 2004, je passe sous votre contrôle, qui a été négocié évidemment avant, mais il y a un débat croissant, évidemment. La société bouge, les technologies bougent, et ce qui préoccupe la communauté scientifique et les obtenteurs, je vais vous demander comment vous voyez les choses, ce sont les informations autour du séquençage numérique. Le digital séquence information, je le dis à la française parce que je prononce très mal à l'anglaise. Il ne s'agit pas de ressources physiques, mais digitaliser. Là, on est dans la numérisation de ce travail d'identification et de catalogisation, si on peut dire ça comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça change ? Hélène, est-ce que vous avez des informations autour de ça ? Oui, alors absolument. Donc jusqu'à maintenant, les traités internationaux ou les règlements nationaux visaient les ressources génétiques physiques, donc les semences que vraiment vous obtenez. Mais maintenant, c'est vrai que tout se passe par informatique. Enfin, beaucoup de choses se passent par informatique. On échange des séquences d'ADN entre laboratoires, entre entreprises semencières. Et donc, quid de ces séquences ? Comment est-ce qu'on peut réglementer leur accès et le partage des avantages ? Donc, beaucoup de questions auxquelles la CBD, donc, qui est la Convention sur la diversité biologique, commence à répondre depuis vraiment quelques semaines. Parce qu'il y a eu ce qu'on appelle la COP. La COP 15 Oui, la conférence des parties, voilà. Donc en décembre dernier, ils se sont mis d'accord pour mettre en place un système multilatéral. Là aussi. Donc voilà, donc on aura un autre système multilatéral pour tout ce qui est information digitalisée. Alors je ne sais pas si c'est bien, parce que ça va nécessiter sans doute beaucoup d'administratifs derrière, encore une fois, parce que vraiment, tracer tous ces échanges qui sont dématérialisés. Pour vous, c'est compliqué, on n'y arrivera pas ? On va peut-être y arriver, mais peut-être sans doute au détriment de la fluidité de ces échanges. Et il faut savoir que de ces échanges découle du coup la possibilité pour les entreprises, pour les chercheurs du public, de avoir une innovation et une recherche fluide et rapide. Oui. Donc voilà, il va falloir trouver le juste milieu entre la nécessité de bien sûr rendre, financièrement... Rendre justice au pays d'honneur, on va dire. Exactement, mais tout en essayant de ne pas trop limiter les flux. Bien sûr. Mariem, Selim, là-dessus, sur ces informations digitalisées, comment est-ce qu'on peut faire ? On est là au cœur du débat. On vous informe sur ce qui se débat actuellement en ce moment. On a bien compris qu'on était au cœur des enjeux. Comment est-ce qu'on peut arriver à mutualiser les choses et que ça fonctionne sans bloquer l'innovation ? Continuez, oui. Je pense que... On vous entend ou pas ? Non ? Prenez le micro de Selim, tenez, on va essayer. Et parlez pas, montez la main plus haut, voilà, c'est ça. Sur ce sujet, effectivement, c'est des débats en cours. Je pense que la Convention sur la diversité biologique a potentiellement la possibilité de s'inspirer sur les travaux du TIRPA, vraiment sur l'agriculture et l'alimentation, avec un système ouvert, donc le système bilatéral. Avec des modalités d'accès, effectivement, qui font qu'il n'y a pas forcément de traçabilité à engager derrière pour les entreprises. C'est un sujet de fond en ce moment qui se discute dans le cadre du TIRPA, dans le système de réforme du système multilatéral, qui est une projection à moyen terme. Donc est-ce que ça va devenir une annexe du TIRPA ? J'allais dire ces questions-là. Ce sera intégré au TIRPA ? Oui, intégré, définitivement. Le sujet est très important pour le TIRPA et le TIRPA a vocation à vraiment faire valoir... à couvrir ces aspects-là aussi, de façon à ce que les entreprises, effectivement, puissent utiliser un système relativement simple avec une traçabilité, on va dire, la plus légère et facilitée possible.
Donc voilà, c'est effectivement des enjeux assez importants pour nous au niveau du ministère à suivre, en tout cas dans les prochaines années. Bon, on a bien compris que là, c'était vraiment un enjeu du futur, hein, la numérisation, la digitalisation de ces informations, de cet échange, de ce pot commun, collectif, multilatéral qui apporte des choses. On a bien compris que tout le monde était d'accord là-dessus, mais qu'il faut qu'on trouve le bon équilibre pour ne pas bloquer l'innovation. J'espère qu'on vous a amené des informations sur un sujet foisonnant, passionnant, mais complexe. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de Semence Mag. Village Semence continue évidemment au Salon de l'Agriculture. Bonne journée à tous.